Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, un entretien exceptionnel avec un économiste au rayonnement international, le lauréat du prix Nobel d'économie 2012 en personne, théoricien de l'ajustement entre offre et demande. Il nous parlera notamment de son engagement à mettre l'économie au service de l'éducation. Alvin Roth sera avec nous dans un instant. Et puis nous reviendrons aussi dans cette édition sur ce tournant sans doute historique chez Volkswagen. Ferdinand Piëch, président du conseil de surveillance, l'homme qui a hissé le géant allemand au sommet de la planète auto, a démissionné il y a quelques jours. Pourquoi maintenant et surtout quelles conséquences pour le groupe? Élément de réponse tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. L'essentiel avant d'y revenir de l'actu sur la planète éco. Et on débute en France avec la réponse de François Hollande aux interrogations sur le budget de la défense. Près de 4 mois après la vague d'attentats à Paris, le chef de l'État a annoncé ce matin un effort considérable, une rallonge, 3,8 milliards d'euros d'ici 2019. Du coup, sur les quelques 34 000 suppressions de postes prévues par la loi de programmation militaire, eh bien 18 500 seront sauvegardés. Décision prise à l'issue d'un conseil de défense, malgré donc les efforts du gouvernement en matière de réduction des déficits. En 2015, les crédits du ministère de la Défense, les 31,4 milliards, comme je m'y étais engagé, sont sanctuarisés et ce seront des crédits budgétaires, sans aucun appel à des ressources extérieures, des ressources exceptionnelles. C'est-à-dire que le ministère de la Défense est sûr de pouvoir disposer de ces crédits dans l'année 2015. En Europe toujours, la Grèce fait la guerre à l'évasion fiscale. Athènes élabore un projet de loi qui vise à inciter ses contribuables à révéler leurs dépôts placés dans des banques étrangères. Mardi, le ministre des Finances, Yanis Varoufakis, vous voyez, recevait des responsables gouvernementaux suisses. 1,5 milliard de dollars d'avoirs appartenant à des Grecs seraient actuellement déposés dans ce pays. Alors pas de pénalité pour ceux qui se déclareront, mais une imposition à hauteur de 15 à 20%. 46% en revanche pour ceux qui dissimulent leur patrimoine, plus des sanctions. Un coup de balai nécessaire alors que les caisses de l'État grec sont vides. La Grèce a un problème d'évasion fiscale. Il y a eu de nombreux comportements scandaleux qui sont restés impunis. Il doit être clair pour tout le monde, en Suisse, en Grèce et partout ailleurs, que les autorités agissent pour éradiquer ces comportements. L'Ukraine en quête de capitaux étrangers. Kiev multiplie les appels aux investisseurs pour tenter de reconstruire son économie dévastée. Cessez-le-feu précaire, corruption, lenteur aussi de l'avancée des réformes. Après un an de guerre civile, Kiev est en manque de gages de confiance. D'ailleurs, la Banque mondiale a abaissé ce mercredi ses prévisions avec une récession attendue à 7,5%. Hier, le Premier ministre a lancé un appel de détresse à ses partenaires. Il est très difficile d'attirer des investissements étrangers dans un pays en guerre, avec une puissance nucléaire telle que la Russie. Nous comprenons que les pays de l'UE et du monde ne sont pas pour l'envoi d'armes défensives en Ukraine. Je réitère, défensive, pas offensive. Mais faute de soutien militaire, nous demandons le soutien des entreprises. Cela constituera une autre protection contre l'agression russe. Voilà, et à propos justement de la Russie, la crise ukrainienne et la chute de la monnaie, le rouble, ont eu raison l'an dernier des résultats de Gazprom. Le géant gazier russe a vu son bénéfice net s'effondrer de 86% en 2014 à 3,1 milliards de dollars d'après les résultats publiés aujourd'hui. Et les perspectives sont plutôt sombres puisque l'impact de la chute des cours du pétrole sur les prix du gaz exporté ne se fera sentir qu'à partir de cette année. Et à long terme, eh bien, la dégradation des relations entre Moscou et Bruxelles pourrait aussi peser sur le volume des ventes. Encore un mot du gaz pour signaler l'inauguration au Qatar hier d'une usine de récupération des gaz habituellement brûlés dans des torchères. Projet à plus d'1 milliard de dollars, le plus grand projet environnemental au monde d'après Doha. Dans l'industrie du pétrole et du gaz, je pense que nous avons encore démontré que nous offrons les meilleures conditions de travail et les meilleurs locaux pour accueillir tous nos ouvriers qui travaillent ici. Allez, cap sur l'Amérique et visiblement la montée en puissance de la Chine pousse Tokyo et Washington à renforcer plus que jamais leur alliance. Barack Obama reçoit, vous le voyez ces jours-ci, Shinzo Abe et hier, les deux leaders ont fait le point sur les progrès enregistrés dans les discussions bilatérales autour du très stratégique projet de libre-échange transpacifique, le fameux TTP, dont la Chine, on le rappelle, est exclue et dont les 12 pays membres potentiels pèsent ensemble 40% du PIB mondial. Je suis très clair.
Le TTP est bon pour les entreprises américaines et les travailleurs américains, indépendamment de ce que fait la Chine. Il ouvre de nouveaux marchés pour les produits et exportations américains. Et cela créera des emplois dans notre pays. Donc ce n'est pas seulement un accord pour nous défendre, mais bien un volet de notre programme économique global pour aller de l'avant. Et sachez que la croissance américaine a ralenti au premier trimestre, plus 0,2% seulement en rythme annuel contre 2,2% au trimestre précédent. La faute à un dollar fort, à l'hiver aussi, et à la chute des prix de l'énergie. Et puis les images du canal de Panama, avec la pose hier de la dernière des 16 portes d'écluses géantes équipant le canal élargi. Après 9 ans de travaux et un coût de 17 milliards de dollars, le canal nouvelle version sera opérationnel dans un an, avec une capacité d'accueil multipliée par 3. Je vous le disais, une interview exceptionnelle. Ses recherches, ses travaux l'ont propulsé au sommet de l'élite intellectuelle mondiale en matière d'économie. En 2012, sa théorie des allocations de ressources et des correspondances entre agents économiques lui a valu, en compagnie d'un autre économiste, Lyot Chapley, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. Il enseigne actuellement à l'université Stanford en Californie, en plein cœur de la Silicon Valley. Et Alvin Roth nous fait l'honneur aujourd'hui de sa présence. Bonjour Alvin Roth. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, pouvez-vous nous expliquer cette théorie qui vous a valu le prix, l'équivalent du prix Nobel d'économie ? J'étudie les marchés de correspondance, c'est-à-dire des marchés où l'on ne peut pas choisir ce que l'on veut, même si vous en avez les moyens. Il faut également être choisi. Certains des marchés les plus importants sont ainsi. On ne peut pas choisir son lieu de travail, il faut aussi être embauché. On ne peut pas choisir son école, il faut aussi y être admis. Et à mesure que le temps passait, en analysant les institutions qui nous aident à clarifier ces marchés de correspondance, nous avons découvert que parfois nous pouvons les rendre plus efficaces. Et parfois, nous pouvons créer de nouveaux marchés quand ils s'effondrent. Mon domaine d'expertise a fini par prendre l'appellation de conception des marchés. Alors on va parler du but de votre présence ces jours-ci en Israël. Vous êtes très sensible aux interactions entre l'économie et les milieux universitaires. Quel est le but finalement de votre démarche ? Ce soir, je vais participer à un débat public avec le maire de Jérusalem sur le choix des écoles. Le choix d'une école, c'est un marché de correspondance. Les enfants doivent être scolarisés et les écoles ont besoin d'admettre des enfants. Mais dans de nombreuses villes, certaines écoles sont surbookées. Aux États-Unis, de plus en plus de monde voit le choix des écoles comme un outil de mobilité sociale. Nous craignons que les enfants qui grandissent dans des quartiers défavorisés fréquentent des établissements où le niveau n'excelle pas, si on scolarise systématiquement les enfants près de leur lieu de résidence. Donc, nous essayons de faciliter l'inscription des enfants là où les familles voudraient qu'ils soient scolarisés. Alors ce qu'on peut constater dans vos travaux, c'est que ce qui vous tient à cœur en tout cas, c'est que vous vous efforcez toujours de rapprocher au maximum la théorie économique et la réalité, le monde réel. C'est ça le but de votre démarche ? Le domaine de conception des marchés est encore assez récent. Quand nous contactons des collègues spécialisés dans d'autres domaines, dans l'idée de les aider à faire ce qu'ils font, ils sont un peu surpris. Moi, par exemple, j'ai beaucoup œuvré aux États-Unis pour aider à organiser les transplantations rénales, qui est d'ailleurs un marché de correspondance. On ne peut pas recevoir n'importe quel rein. Il faut un rein qui corresponde. Lorsque nous avons contacté nos collègues du corps médical pour leur proposer notre aide, nous avons réalisé qu'ils ne pensaient pas instinctivement aux économistes comme des égaux dans le domaine de l'assistance. Donc, avec le développement de la conception des marchés, c'est devenu de plus en plus simple. D'ailleurs, mon livre sur la conception des marchés sortira en juin. J'espère qu'il aidera des futurs concepteurs de marchés à se faire connaître des acteurs du marché que nous voudrions aider. Quels sont vos défis aujourd'hui dans le domaine ? Je pense qu'un des plus grands défis est de faire comprendre au personnel éducatif, aux chirurgiens, aux membres du marché du travail que s'ils dirigent un marché, ils peuvent être assistés par un économiste. C'est l'une des choses que font les économistes. Alors dernière question Alvin Roth, quel regard portez-vous en tant qu'économiste justement sur l'évolution de votre discipline, donc l'économie ? Est-ce que c'est une science qui se rationalise peut-être de plus en plus ou au contraire qui se rapproche finalement, qui trouve aussi des interactions avec les autres matières scientifiques ? On parle beaucoup d'économie quantique aujourd'hui par exemple. La science économique est encore à ses débuts. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas très bien, ce qui bien sûr est très enthousiasmant pour un économiste. En même temps, on essaie de développer une certaine ingénierie économique. C'est ce qu'on appelle la conception du marché. Les gens ont commencé à élaborer des marchés bien avant l'apparition de l'agriculture. Mais au fur et à mesure que l'on apprend comment les marchés fonctionnent et comment les optimiser,
on peut aussi apprendre à les réparer quand ils sont cassés. Donc je pense que dans les années à venir, il y aura de nouvelles conceptions économiques utiles sur le plan microéconomique et qui pourront nous aider à faire mieux fonctionner les marchés et à mieux concevoir ce que nous voulons faire. La science économique a un vrai futur d'après vous ? Je pense que la science économique a un réel avenir devant elle. L'économie est l'une des plus grandes choses dont l'humain s'occupe. Nous coopérons les uns avec les autres, nous sommes en compétition un contre l'autre, et l'économie, c'est comment on fait tout ça. Qu'est-ce que vous inspire votre présence ici en Israël ? Israël est un lieu très excitant. Il s'y construit de nombreux marchés, une prospérité économique dans des situations difficiles, et on y remarque aussi un très bon niveau d'éducation. J'étais dans le comité directeur du Technion il y a plusieurs années. C'est quelque chose de difficile de faire bien marcher une université dans la course mondiale, en dépit des circonstances. Et c'est admirable qu'Israël y arrive, donc je suis tout à fait admiratif de ce qui se passe ici. Thank you so much. Merci beaucoup, Alvin Roth, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Allez, tout autre chose. Das Auto, on ne présente plus le slogan du constructeur allemand Volkswagen. Un groupe tentaculaire, 12 marques, 600 000 salariés et surtout 10 millions de véhicules écoulés l'an dernier. L'égal de Toyota pour un chiffre d'affaires de 200 milliards de dollars. Une réussite dont Ferdinand Piëch, 78 ans, a sans doute été le grand artisan. Pourtant, l'histoire vient de tourner en sa défaveur puisqu'il a annoncé samedi dernier sa démission du conseil de surveillance. Les explications avec Johanna Citruc. La bataille lui aura été fatale. À 78 ans, la figure de l'industrie automobile allemande, Ferdinand Piëch, démissionne. Samedi 25 avril, il quitte le conseil de surveillance du géant Volkswagen, un poste qu'il occupait depuis 2002. En cause, des désaccords avec le patron du groupe, Martin Winterkorn. C'est ce qu'on appelle une bombe lorsque le grand patriarche Ferdinand Piëch démissionne. Si quelqu'un comme lui démissionne, c'est cohérent, mais c'est aussi une cassure. Qui le remplacera ? Je crois que pour l'instant, Martin Winterkorn, le chef de la direction, est fermement ancré dans la société et j'espère qu'ils vont unir leurs forces pour poursuivre leur objectif, devenir le plus grand constructeur automobile au monde. Pourtant, il y a encore quelques années, Martin Winterkorn était le protégé de Ferdinand Piëch. C'est même lui qui, en 2006, avait congédié son prédécesseur pour le mettre aux commandes de Volkswagen. Un tandem qui roule. En 2014, le groupe aux 12 marques atteint les 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires et réussit pour la première fois à vendre plus de 10 millions de véhicules. Il talonne désormais le leader mondial Toyota. Et Martin Winterkorn est également très apprécié des quelques 600 000 employés que compte Volkswagen. Nombreux se sont réjouis à l'annonce de son maintien dans la société. Pour nous, c'est une bonne chose parce que nous avons bien avancé avec Martin Winterkorn au cours des dernières années. J'espère qu'il sera en mesure de poursuivre sa stratégie après 2018. Mais le groupe fait face à de nombreuses difficultés. Il ne parvient pas à percer aux États-Unis, ne propose aucun véhicule low cost et accuse un manque de rentabilité pour sa marque historique. Si le duo Piëch-Winterkorn était prêt à surmonter ces obstacles, rien ne garantit qu'il en soit de même sans le patriarche de Volkswagen. Ouais, plus 21% tout de même pour le bénéfice net de Volkswagen au premier trimestre, on a pris aujourd'hui. C'est l'heure du Media Watch. Et l'oiseau Twitter à la une de la revue de presse Éco aujourd'hui. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors avec des résultats qui battent de l'aile en ce moment. Oui, effectivement, de début janvier à fin mars 2015, les revenus de Twitter ont atteint 436 millions de dollars. Alors c'est une hausse, certes, une hausse de 74% par rapport à l'année dernière. Le problème, c'est que c'est quand même 20 millions de moins que le chiffre prévu, le chiffre attendu. Et surtout, ça implique une baisse du chiffre d'affaires annuel. Au lieu de dépasser les 2,30 milliards de dollars comme prévu, il devrait se situer entre 2,17 et 2,27 milliards de dollars. C'est donc une déception et pour ne rien arranger, eh bien, ces résultats ont été lourdement sanctionnés à Wall Street puisque mardi soir, l'action Twitter a clôturé sur une forte baisse, une baisse de plus de 18%. Les marchés sans pitié pour Twitter. Toujours Joanne aux États-Unis. Plusieurs avions de l'American Airlines qui sont restés cloués au sol en cause un bug d'iPad. Oui, le lien de cause à effet peut paraître assez surprenant et pourtant, en fait, depuis 2013, les pilotes se servent d'iPad pour distribuer
distribuer les plans de vol et pour transmettre tout un tas d'informations aux membres d'équipage. Ça leur évite de transporter des dossiers papier qui sont parfois assez lourds. Ça peut aussi donc leur permettre d'avoir des instructions plus rapidement. Mais dans la nuit de mardi à mercredi, eh bien, les iPads des pilotes se sont soudainement éteints. Un dysfonctionnement qui a paralysé une douzaine d'avions pendant plus d'une heure. Finalement, tout est rentré dans l'ordre, évidemment. Les avions ont pu tous décoller avec un petit peu de retard, même si American Airlines se serait bien passé de ce mauvais coup de pub. Ça, c'est sûr. Et puis une étude à présent mondiale sur les retraités, ils seraient de plus en plus égoïstes. Oui, c'est une étude de la banque HSBC qui explique que les personnes âgées seraient de moins en moins généreuses, puisque 21% des actifs d'aujourd'hui estiment vouloir profiter de leur richesse jusqu'au dernier jour, alors que seulement 13% envisagent d'épargner autant que possible pour transmettre à la génération suivante. Alors évidemment, il s'agit d'une tendance générale. Il y a des disparités entre les pays. Les plus égoïstes sont Hong Kong, le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie. Quant aux plus généreux, l'Indonésie, la Malaisie, les Émirats arabes unis ou encore le Mexique. La France, elle, se situe dans la moyenne. Ouais, assez étrange cette étude. Merci beaucoup, Johanna. À très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News et l'info continue. Restez avec nous.